Plume FM déploie son studio hors des murs au Transfo à Saint-Nicolas-de-Redon dans le cadre des rencontres du Marais. Co-organisé par Terre-Lieux et les Hydrophiles, un événement soutenu par la région Bretagne dans le cadre de la restitution de l'Atlas des usages des marais de Vilaine. Vous écoutez J'irai m'instruire chez vous, première du nom. Nous sommes le samedi 23 septembre et nous vous proposons de vous projeter dans un monde où le barrage d'Arzal n'existerait pas. Mais l'ouvrage existe bel et bien et rappelons-nous le contexte de sa construction. Initialement prévu pour lutter contre les inondations du pays de Redon ainsi que pour réaliser l'assainissement de 10 000 hectares de marais, le barrage d'Arzal a très vite connu une seconde vocation, l'alimentation en eau potable de toute la région, à savoir Saint-Nazaire ainsi que la presqu'île guérandaise et celle de Ruisse. Les pourparlers sont même en cours actuellement pour fournir de cette eau potable à la région ventaise. C'est M. Dudrenay, président du Conseil général de Loire-Atlantique, qui est également le président de cette institution interdépartementale. Monsieur Dudrenay, quels sont les trois objectifs principaux de ce barrage d'Arzal? Le premier est la lutte contre les inondations et la protection des lieux habités, en même temps que la mise en valeur des marais. Deuxièmement, la navigation permettant d'amener des matières pondéreuses à Redon, de développer dans la mesure du possible les industries de Redon et la création de nouveaux emplois. Troisièmement, avec la station du Drezet, l'alimentation en eau potable de toute la région de Saint-Nazaire, la Baule et le Morbihan. Ce sont les trois principaux objectifs. Mais vous m'avez dit également que la création d'un plan d'eau aussi vaste pourrait favoriser la navigation de plaisance. Oui, c'est également un objectif qui est déjà atteint. Le plan d'eau qui représente 35 km avec une largeur moyenne de 200 mètres. Voilà, nous étions en 1971, juste après la mise en service du barrage d'Arzal. Mais voilà, nous revenons en 2023 en compagnie de Anne et de ses invités. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Ravi d'animer cette première édition de J'irai m'instruire chez vous. Et je ne suis pas seule puisque je suis avec trois invités que je vais tout de suite vous présenter. Nous avons avec nous Yves Lebailly, c'est dans l'ordre alphabétique que je présente les invités. Yves Lebailly, professeur agrégé de géographie, ancien enseignant d'un master professionnel d'aménagement maritime et littoral, président de l'association Les Géographes de Bretagne depuis 2009, président du collectif d'associations Bretagne Majeure, auteur de différents ouvrages dont Défi pour la Bretagne, un nécessaire contrat social. Bon, c'est une présentation rapide. Deuxième invitée, Anne Lenormand, qui est coordinatrice Natura 2000 et chargée de mission milieux humides dans le service milieux aquatiques et biodiversité d'Eau-et-Vilaine. Eau-et-Vilaine, c'est un établissement public territorial du bassin de Vilaine, expert gestionnaire, coordinateur et ambassadeur de l'eau sur le bassin de Vilaine. Troisième invité, je vous promets que je leur donne la parole tout de suite pour qu'ils puissent vous dire bonjour. Didier Massé, pêcheur professionnel depuis 35 ans sur la Loire, les marais de Mazerolles et la Vilaine. Donc un métier que pratiquaient déjà son grand-père et son arrière-grand-père depuis 2017. Il est président national de l'association des pêcheurs professionnels maritimes et fluviaux en eau douce, après avoir été président départemental. Donc voilà, est-ce que je vous ai bien présenté les uns et les autres ? Prenez le micro pour moi. Voilà. Oui, juste à quelques nuances près, géographe de Bretagne pour le moment est en stand-by, mais c'est tout. D'accord, merci Yves Lebailly. Alors, avant de rappeler le thème de cette table ronde qui porte le titre de « Et si le barrage d'Arzal n'existait pas ?» ce titre un peu amusant ou pas. Ou presque provocateur. Je vous reprécise qu'on est dans le contexte, je vous reprécise le contexte qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes installés au cœur des rencontres du Marais, un événement qui est là pour co-organisé par les Hydrophiles et Terre-Lieux, qui est l'occasion de présenter l'Atlas des usages des marais, réalisé pendant plusieurs mois par Sophia et Mado, qui vous attendent pour la carte au parti pour continuer ce travail. Donc, dans un premier temps,
Je vais tout de suite commencer par une question un peu particulière à mes 3 invités et ils pourront vous y répondre les uns après les autres. Si on s'imagine, et puis dans le public, vous pouvez aussi vous projeter dans la question, si on s'imagine que le barrage d'Arzal n'a jamais été construit, si on imagine ça, comment est-ce que vous décririez le paysage et les usages dans le Marais de Vilaine? C'est pas une question facile. Je ne sais pas qui, parmi les 3 invités, a envie de se lancer en premier. Allez. Alors, Anne Lenormand, je t'en prie, je te donne la parole. Oui, alors j'imagine des nuées d'oiseaux, des petits passereaux, vous savez, le type chevalier qui viennent piéter là sur les zones de vasières. Alors on est par exemple à marée basse. Marée basse, ça veut dire qu'on n'a quasiment pas d'eau sur la Vilaine comparé à ce qu'on a là aujourd'hui. Mais par contre, on a plein de petits oiseaux qui viennent se nourrir aux abords et on a des grandes prairies beaucoup plus nuancées qu'aujourd'hui, enfin, avec des structures de végétation beaucoup plus variées que ce qu'on a aujourd'hui, qui sont beaucoup aujourd'hui plus uniformes. Oui, ce que je dirais, c'est vraiment l'accueil, beaucoup d'oiseaux et puis plein de poissons qui viennent, évidemment. Donc une faune bien différente très riche de celle qu'il y a aujourd'hui. On est d'accord. Je vois que Didier Massé, à côté de vous, réagit sur la faune et la flore, enfin la faune. Surtout sur la faune, bien entendu, et en particulier sur le poisson. On aurait des poissons complètement différents. On aurait beaucoup plus de poissons amphialins, beaucoup plus de poissons marins qui pourraient remonter jusque dans le port de Redon, pratiquement, bien entendu. Donc ce ne seraient pas du tout les mêmes poissons qu'on a à l'heure actuelle. Vous auriez plus de travail ? On aurait plus de travail. Le travail serait complètement différent. On travaillerait avec les marées, comme on le fait à l'heure actuelle sur la Loire. Donc on aurait l'effet marée qui se ferait ressentir jusque par là, quoi. D'accord. Alors une petite question subsidiaire, mais est-ce que le bateau, le type de bateau serait le même ? Le type de bateau, oui, sans doute, il serait sans doute le même, mais les méthodes de pêche seraient certainement différentes, oui. Et le poisson recherché serait différent, bien différent même. Yves Le Bailly, à vous de réagir et de décrire le paysage. Je ne vais pas décrire tellement le paysage, je vais dire que on serait face à un estuaire qui vivrait normalement dans ses dimensions morphologiques, hydrologiques. Alors bien sûr, les hommes auraient à s'adapter, ce qu'ils ont toujours su faire dans le temps, et ils n'auraient peut-être pas cette idée de maîtrise totale des mécanismes qui sont d'une complexité énorme. Mais assurément, nous aurions davantage de palus, nous aurions moins de vases. Je reviendrai sur le problème de la vase peut-être ultérieurement. Et là se pose pour moi, plus que de l'hypothèse, se pose véritablement la question de l'existence de ce barrage, dont on va reparler, parce qu'on peut rêver qu'il ne soit pas là, mais il est là. Oui, vas-y. Juste une petite précision à apporter. Si on n'avait pas le barrage d'Arzal, n'oublions pas qu'on avait un barrage quand même estuarien, celui de Redon, 1938, à ma connaissance. Non, pas celui-là. Si, 38. Ici. Et encore avant, il y avait effectivement d'autres barrages historiques, Redon. Et du coup, la zone estuarienne, n'oublions pas qu'historiquement, l'influence de la mer s'opérait jusqu'à Messac. Donc, on a quand même assez tôt, dès le Moyen-Âge, puisque c'est les moines de Redon qui ont commencé à faire installer un moulin en plein milieu du Bief, et c'est le premier quand même obstacle à la continuité écologique qui a été créé dès le Moyen-Âge. Donc n'oublions pas que l'estuaire historique a été déjà coupé en deux dès cette époque-là. Donc je voulais juste attirer cette attention. Et on est juste installé un peu à côté de ces premiers barrages dont il n'y a plus vraiment de traces aujourd'hui, à part encore la pile de pierres de l'autre côté de la Vilaine. C'était une solution apportée justement au problème d'inondation, une des solutions notamment. Alors bon, depuis il n'y en a pas eu, je crois pas. Des inondations ? Depuis, oui, Si, quand même, un tout petit peu. Bon, on y reviendra. Justement, parce que c'est vrai que dans l'archive qu'on a entendue tous ensemble, c'est le premier sujet qui est évoqué, la protection des inondations, justement, à ce propos. Est-ce que vous voulez réagir sur l'efficacité et puis, voilà, qu'est-ce qui se passe depuis
construction du barrage. A-t-on vraiment évité les inondations? Est-ce que ça aurait été pire s'il n'y avait pas le barrage? Je veux bien vous entendre les uns et les autres. Moi, je veux bien Yves Le Bailly. aborder le point parce que cette idée de vouloir lutter contre les inondations, c'est très compréhensible de la part des hommes. Maintenant, est-elle très réaliste? Et en tout cas, même si elle a pu être efficace sur certains domaines, notamment dans les remontées des salures des eaux, etc., on peut se poser des questions, parce que s'il avait été vraiment efficace, il n'y aurait pas eu toutes ces inondations en 1995, aux alentours de 2001. Alors ça pose la question, et puis 14 la dernière fois, je crois, ça pose la question de la pertinence du barrage. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la question qui est posée, mais pas que sur la Vilaine ici, mais sur toute la Bretagne, c'est la rétention des eaux de pluie qui s'écoulent très rapidement à la mer et qui ont vu leur vitesse s'accélérer pratiquement par 3 entre les années 60 et aujourd'hui. Donc ça pose la question des comportements et des aménagements qui ont pu être faits sur l'ensemble du territoire. Pour prendre l'exemple... Je cite souvent cette donnée, mais dans les années 60, une goutte d'eau qui tombait sur le bassin versant du Haut-Meu, le plus long élément fluvial du système de la Vilaine, eh bien, mettait 8 jours avant d'arriver à la mer. Maintenant, il en met 3. Donc, cette accélération amplifie les crues. Et donc, il faut se poser la question en amont, comment retient-on l'eau? Surtout que la question de la rétention de l'eau va devenir une question cruciale en matière d'alimentation des populations. Vous avez ciblé les années 60, vous mettez en cause le remembrement? Bien sûr. Okay. Bien sûr, remembrement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la question fondamentale de la reconstitution des haies bocagères, talus majeurs, etc., peut-être pas un bocage aussi dense que précédemment, mais est une question qui se trouve posée à notre société à un moment où l'eau, les précipitations vont se raréfier et diminuer, on l'estime, à peu près d'un tiers dans les décennies à venir. Je passe la parole à Anne Lenormand, qui voulait réagir aussi sur la question des inondations. Merci. Alors, je vous le concède, les phénomènes de crue les plus importants, c'est-à-dire les Q10, Q20, c'est-à-dire qui ont une probabilité sur 10 de se produire, sur 20, sur 30 de se produire, là, le barrage, en effet, a ses limites et n'est plus efficace pour limiter l'amplitude de ces inondations. En revanche, il faut constater, malgré tout, que les phénomènes de crue, on parle bien de statistiques, j'en suis désolée, mais c'est la réalité, une probabilité sur 2, sur 3 de se produire, c'est-à-dire les crues les plus fréquentes. Là, on constate que l'effet du barrage est efficace. Statistiquement, on regarde de données chiffrées. En revanche, on bouleverse son fonctionnement naturel de zone estuarienne. C'est-à-dire que les amplitudes chutent en effet beaucoup plus rapidement que si on n'avait pas de système de vannage qui évacue les crues. Au regard de l'amplitude maintenant, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je suis plus nuancée. Si on regarde les repères de crues, vous regarderez sur le pilier ou pas très loin. Et voilà, étonnamment, alors vous avez peut-être remarqué que les crues les plus anciennes, alors je ne sais pas si c'est celle de 1936, j'avoue que j'ai pas... Ah ben, malgré tout, donc celle de 1926, avec celle des plus récentes, il y a très peu de nuances en termes d'amplitude. Et du coup, je nuancerai les effets du barrage d'évolution des crues, mais j'ai fait la même gymnastique que vous en termes de réflexion. Donc je partage effectivement le fait que la disparition des haies, la disparition surtout haies sur talus, des milieux humides en général sur bassin versant, ont la capacité de tamponner, sauf qu'elles tamponnent que dans certaines circonstances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de saturation en eau, et il y a plusieurs contextes qui font que si les terrains sont totalement saturés en eau, c'est-à-dire après des épisodes de pluie réguliers de plus d'une semaine, etc., on ne peut plus rien faire. L'eau, elle s'écoule comme sur un toboggan. Par contre, si on utilise l'image d'une éponge humide, alors là, effectivement, elle peut absorber encore la flotte et ça tamponne effectivement sa limite. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'une crue de 1930-1926
son amplitude, elle est presque comparable à celle des plus récentes. Et ça, voilà, je tenais juste à souligner pas ça. dans ce détail, mais juste un point quand même. Le barrage, à ce moment-là, agit à l'égard de la mer, de la remontée des eaux marines, et non pas à l'égard de la descente des eaux pluviales. C'est là la différence. Et si effectivement nous n'avions pas le barrage, et dans les décennies qui vont venir, là encore, la question va se trouver posée avec l'élévation du niveau marin, à ce moment-là, les crues seraient encore beaucoup plus violentes dans ces épisodes qui sont d'intenses précipitations pluviales et de forts coefficients de marée, et qui plus est avec des surcotes. Bon, le barrage évite ces surcotes, évite la remontée des eaux marines dans l'estuaire, donc laisse une certaine latitude à la gestion de la crue. Mais la question, elle est quand même bien là. Est-ce que le barrage joue toujours ce rôle régulateur ? C'est une question très relative. Alors, juste pour préciser, donc ça veut dire qu'un gros coefficient de marée, c'est bien ça, avec beaucoup de pluie 10-15 jours, en gros, là, le barrage est saturé. C'est-à-dire qu'on est-ce qu'on peut même plus l'ouvrir, c'est ça, pour évacuer ? Je ne sais pas. Parce que, alors, on en reviendra tout à l'heure, mais parce qu'il y a aussi cette question d'eau potable, on y reviendra, et donc, où on la récupère d'ailleurs. Et il faut savoir qu'on n'a pas mis toute l'archive, mais il nous expliquait que ça a été assez long au début pour dessaliner l'eau au pied du barrage, côté amont. Et voilà, ça s'est fait progressivement en fait. Oui, je veux peut-être vous éclairer éclairer ou rappeler, en fait, l'objectif du barrage d'Arzal, c'est bien de stopper l'onde de crue. Pardon, oulala, tout l'inverse. L'onde de marée. On est d'accord, oui, l'onde de marée. Donc, d'empêcher tous les marées, en fait, de s'exprimer au-delà du barrage et d'arriver aux marées. Donc, en effet, comme vous le disiez, c'est la conjugaison des fortes marées avec des épisodes de crues intenses qui amplifiaient les crues et qui faisaient provoquer ces crues, créant des dégâts, en fait, dans les habitations on le retrouve sur tous les cours d'eau bretons. Un épisode de forte marée, de forte pluviosité, de vents violents, notamment de sud-ouest, ça crée inévitablement des débordements qui conduisent à des inondations des villes-ports. Et ce serait intéressant aussi que Didier Massé, lui, en tant que professionnel navigant sur l'eau, nous donne son point de vue sur les inondations. Je partage complètement le point de vue de mes collègues, puisque nous, pour la pêche, c'est une difficulté d'avoir des crues, mais c'est aussi un avantage, parce que du coup, les crues permettent aux marais d'être inondés, et du coup, de permettre à certains poissons d'aller se nourrir et de se reproduire sur les marais. Après, c'est la gestion des crues qui en pose problème pour la gestion du poisson. Là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, juste, du coup, vous êtes de père en fils pêcheur. Donc, est-ce que vous avez peut-être des souvenirs de vos aïeux qui vous parlaient justement de ces crues et leur peut-être ce que ça pouvait provoquer pour la pêche ? Oui, alors j'ai effectivement mes aïeux qui me parlaient de pêche fantastique sur les marais de Redon avant le barrage. Maintenant, évidemment, les marais sont plutôt plus asséchés que moins. Donc le poisson ne peut plus rester sur le marais tel qu'il était auparavant, et du coup, de fait, il y a beaucoup moins de poissons sur le marais. Parler d'assèchement, et d'ailleurs c'était un des deuxièmes éléments qui est évoqué dans l'archive. Un des deuxièmes objectifs, ils évoquent l'idée d'assainir 10 000 hectares de marais, et ils appellent ça une mise en valeur. Je voulais aussi vous faire entendre votre réaction sur cette façon d'envisager la valorisation du marais. Et effectivement, à l'époque, est-ce que c'était une vision qu'on a un peu du mal à comprendre aujourd'hui, peut-être ? Comment vous l'avez entendu, cette archive, et comment vous avez... C'était une idée, à cette époque-là, la mise en valeur de terres inondables. Aujourd'hui, si on se réfère à la biodiversité, c'était une perte de biodiversité. Et donc pas une mise en valeur, mais bel et bien une perte de valeur. Donc c'était à l'époque, c'était l'idée. On était dans une période du tout agricole aussi, donc il faut rappeler aussi le contexte. C'est ça.
C'est exactement ce que j'allais souligner, c'est qu'on est dans un contexte... alors l'émergence du le barrage d'Arzal, les réflexions ont été initiées entre les deux guerres en fait, et on voyait des épisodes d'exode rural et un besoin prégnant de nourrir la population aussi, enfin voilà, c'était le terme qui était utilisé, de valoriser des espaces qui étaient perdus. Pour le bon sens de l'époque, en fait. Voilà. Donc, les exploitants, fallait leur offrir de nouveaux espaces pour nourrir les animaux, en fait, créer de la production végétale naturelle pour augmenter les cheptels, pour produire davantage de viande et de lait. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut se situer dans la période en fait, d'émergence, de réflexion de ce barrage d'Arzal, qui n'était pas le seul, en fait. Il faut avoir à l'esprit qu'on parlait d'assainissement d'abord des vallées de la Vilaine et de ses affluents. Donc il y a eu des gros travaux de curage de la Vilaine, mais aussi de ses affluents sur l'Oust, sur Lars, sur l'Isaac, sur le Don, sur la Cher, pour retirer, en fait, extraire la vase, en fait, qui arrivait avec les marées et faciliter, en fait, l'idée, c'était que de permettre l'échappement des crues beaucoup plus rapidement. Et d'assainir, on parlait bien d'assainissement des vallées, avant de s'engager sur des travaux d'assainissement des marais qui visaient à retrouver des espaces utilisés par les exploitants agricoles. C'était vraiment ça, c'était satisfaire la population de l'époque. On est entre les deux guerres et juste après la Seconde Guerre mondiale, dire il faut trouver de nouveaux espaces agricoles. Donc on était vraiment dans ce contexte-là. Et je voulais revenir juste sur le sujet tout à l'heure, comme on parlait des usages avec la pêche, les crues, n'oublions pas aussi, j'ai encore des témoignages d'agriculteurs qui me disaient les crues c'est vraiment bien aussi pour l'apport d'amendements naturels, et ne l'oublions pas. Une dernière réaction, après on va se faire une petite pause musicale. Là on commence à toucher le fond du problème, si j'ose dire, pas le fond de la Vilaine. Effectivement, cette question agricole fait partie des clauses, des causes justificatives du projet. Et dans celles qui ont été données, il y avait le cabotage tout aussi importante à l'époque. On était certes dans un contexte de révolution agraire, avec le rôle dévolu à la Bretagne à l'époque de nourrir une partie de l'Europe. Donc toute terre était bonne à prendre. Mais ce que dit ce document que vous nous avez passé en entrée, pour moi c'est la face visible du projet, c'est pas la face cachée. Quelle est la face cachée ? Ben oui, c'est qu'il y avait d'autres raisons derrière. On est dans une période, les années 70, de développement des classes moyennes, d'une société de consommation, d'une société de loisirs. Il ne faut pas oublier que le rapport Picard, un délégué de la DATAR, prévoyait, sous le gouvernement Pompidou, de constituer des grands ensembles touristiques sur les littoraux. Le littoral languedocien a connu cela, allant du Gros du Roi jusqu'à Port-Camargue, toutes ces grandes marinas qui s'échelonnent le long du Roussillon. Et il ne faut pas oublier non plus que le directeur de la DATAR à l'époque était Olivier Guichard, maire de La Baule, et qu'il avait lui aussi son grand projet en tant qu'aménageur, parce que c'était une époque où on concevait l'aménagement d'une manière lourde, technicienne, ce sur quoi nous sommes aujourd'hui revenus, et avait le projet de faire 5 marinas entre l'entrée du golfe du Morbihan et La Baule, avec une des plus grandes qui aurait été le trait du Croisic. Fort heureusement, les paludiers ont réagi et c'est de là qu'est née la reconquête des marais salants de Guérande. Bon. Mais il y en avait 5, c'était La Baule, le Croisic, enfin l'anse de Guérande, les marais de Guérande, c'était Billiers, c'était Sucigno et c'était le Croisty. Fort heureusement, il y a eu cette réaction sur les marais de Guérande, avec un très beau film, Si la mer était blanche, je vous le conseille, tourné par toute une équipe autour de Pierre Molot, ça aurait mérité, c'était presque l'équivalent d'une ZAD à l'époque, et qui a bloqué toute cette dynamique-là. Mais qui n'a pas empêché la construction du barrage. Et pourquoi ce projet jouait sur le barrage ?
Eh bien, il fallait alimenter en eau ces projets, ces infrastructures. C'était pas d'alimenter Redon, c'était pas d'alimenter la presqu'île guérandaise, ni la presqu'île de Rvis, c'était d'alimenter ces marinas. Oui, c'est évoqué dans l'archive, mais je vous propose qu'on y revienne juste après une petite pause musicale, histoire d'ingurgiter un peu toutes ces informations passionnantes. Et, oui, on va reparler de l'eau potable, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'une des principales activités du barrage. J'irai m'instruire chez vous. Première du nom, on est au Transfo à Saint-Nicolas-de-Redon dans le cadre des rencontres du Marais. C'est co-organisé par Terlieu et les hydrophiles, un événement soutenu par la région Bretagne dans le cadre de la restitution de l'Atlas des usages des marais de Vilaine. Et avec Anne, nous imaginons aujourd'hui, on essaye de se projeter dans un monde où le barrage d'Arzal n'existerait pas. Oui, et puis juste avant cette petite pause musicale, d'ailleurs, tu nous as pas dit le nom, Mathieu. Je tiens à ce qu'il le dise. C'était Blues Leaves de Cliffs Aunger. Alors bon, pour tous les Anglais, je m'excuse, mais c'est extrait d'une super compile que je vous conseille qui s'appelle Anthem in Eden. Voilà, tu m'as provoqué jusqu'au bout. Vous aurez pu écouter mon délicieux accent. Voilà, et puis nous étions en train de parler de ces grands projets d'assainissement de l'Ouest, et je vais redonner la parole à Anne Lenormand qui voulait rappeler aussi le contexte historique de l'époque. Oui, en parlant d'assainissement, je voulais juste rappeler, c'est une conjugaison de facteurs peut-être, mais toujours est-il que un certain Monsieur Talureau était un peu chef d'orchestre, ingénieur du génie rural de l'époque. Dans quelle époque Oui, par contre, si nous situons... À peu près. On est dans les années 50-60. D'accord. Hein, voilà, et c'est lui qui a été chef d'orchestre au niveau national d'une politique, une politique de valorisation des grands marais de l'Ouest. Alors là, on parle des marais bretons, donc plus de 40 000 hectares. Merci. 40 000 hectares, on parle des marais poitevins, on parle des marais charentais, tous ces programmes-là de grands marais de l'Ouest ont fait l'objet de gros travaux de curage. On a réorganisé en fait ces marais dans les objectifs de production agricole, de valorisation pour l'élevage. Et les petits marais de Vilaine, 10 000 hectares comparés à tous ces gros marais, étonnamment, ont été englobés dans cette politique nationale. Et M. Talureau était ingénieur à Nantes, et comme par hasard, c'est une conjugaison de rencontres aussi, Jean Dudrenay on entend dans l'archive, c'est ça ? Exactement, était président du Conseil général de Loire-Atlantique et maire de Fégréac. Donc, je suppose qu'il y a eu des échanges qui ont permis que les marais de Vilaine, tout petits marais comparés aux trois autres, ont pu être intégrés dans un programme national, donc des moyens financiers associés qu'il ne faut pas oublier. Donc, on est dans un programme inspiré des Hollandais à l'époque pour valoriser ces grandes zones de marais, et on a été très influencé par des ingénieurs flamands, à n'en pas douter. Vu l'organisation de nos marais, si vous prenez une photographie aérienne, vous voyez ce quadrillage, ce maillage de marais avec des larges fossés drainants. C'est vraiment le terme. On est vraiment dans ce programme d'assainissement des marais. Donc c'est un peu tout le rajouter. C'est tout ce contexte en fait qui explique qu'on en est arrivé à la construction d'un barrage. Et pour reprendre un peu le fil de cette table ronde qui est d'imaginer que si le barrage n'existait pas, peut-être quels effets indésirables du barrage n'aurions-nous pas aujourd'hui, puisque effectivement si ce barrage n'avait pas été édifié, quelles sont certaines caractéristiques que nous n'aurions pas à subir? Je vais donner la parole à Monsieur Le Bailly. Quand vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait imaginer une Vilaine sans barrage, effectivement, maintenant on l'a et on en mesure les effets. Et les effets, alors moi je suis géographe, j'ai beaucoup travaillé sur les questions maritimes, et je pars du principe qu'une mer en bon état est le résultat d'actions humaines responsables à terre. Et là, que constatons-nous ? On a évoqué les crues, c'est dommage, mais par exemple, un estuaire, c'est effectivement un lieu de rencontre des eaux douces et des eaux salines.
Il y a des phénomènes donc, qui sont très riches sur le plan biologique. Il y a des phénomènes de floculation qui conduisent à la production de vases. Floculation. Floculation, c'est-à-dire des échanges d'ions entre très eau technique. et qui conduisent à la précipitation de matière en suspension, et notamment les vases. Hein. Et dans tout estuaire, il y a un bouchon vaseux qui se promène normalement. C'est à la fois riche biologiquement et problématique sur le plan morphologique. Bon. Mais on voit bien que ce bouchon aujourd'hui n'existe plus. Et je regrette beaucoup de parler comme ça, sans image, sans carte, mais j'utilise beaucoup pour expliquer les conséquences du barrage d'Arzal, une image satellite qui date des années 80, 90, je ne sais plus exactement, sur un boom planctonique dans le Morbraz. Très intéressant, parce que ce bloom planctonique Vous pouvez expliquer... Je vais expliquer ce qu'est un bloom planctonique. Un bloom planctonique, ça nous traduit des phénomènes qui sont biologiques et des phénomènes d'hydrologie marine. Cette image, donc le boom planctonique, c'est un apport brutal qui s'opère notamment lors des lâchers d'eau du barrage d'Arzal, brutal d'eau douce en mer, qui apporte, cette eau apporte les nutriments qui sont nécessaires à la vie, à savoir des nitrates, des phosphates, de la silice. Et cette arrivée brutale, donc, qui s'opère lors des lâchages d'eau, bien conduit à une prolifération de phytoplancton. Ce phytoplancton absorbe tout l'oxygène et les autres espèces n'en ont plus. Dans les années 2000, vers 2002, un jour, je vais voir mes parents qui étaient en vacances à Mesquer. Et mon père me présente le résultat de sa pêche à pied, des palourdes en seau entier, des coques en seau entier. Et il me dit, elles sont à la surface du sable. J'étais interloqué. Parce que normalement... non, on ne fait pas des pêches miraculeuses comme ça. Hein. Et quelques années plus tard, j'en parle à mon copain Pierre Molot, qui est biologiste marin, spécialiste du plancton, et il me dit, mais c'est un cas d'anoxie, c'est-à-dire une absence d'oxygène totale dans l'eau, et les coquillages, pour survivre, sont remontés à la surface. Bon. Et ça, depuis, m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait sur le plan biologique dans le Morbraz. Il ne faut pas oublier que le Morbraz, jusqu'aux années 60, était considéré comme un des gisements halieutiques les plus riches de la planète après Chiloé. Et ce que vous appelez le Morbraz, c'est-à-dire cette mer qui va de la pointe du Croisic, Ouate, Édic, Belle-Île et la presqu'île de Quiberon. Cette mer était un grand lieu de poissons, fourragers, sardines, maquereaux, etc., hein, qui trouvaient là, dans le plancton produit par les apports de la Vilaine, leur nourriture. Et d'ailleurs, Pierre Molot, il y a 2 ans, a écrit un article, la châtaigne de Redon nourrit la sardine de Vilaine. Bon, c'était une métaphore, mais qui reprenait en fait les fondements d'un ouvrage d'un biologiste et ostréiculteur japonais, alors dont le nom m'échappe toujours, mais son prénom c'est Atakayama, et puis je ne sais plus après. Je ne pourrais pas vous aider. Mais il est là, mais qui a écrit il y a 4 ans un superbe ouvrage, La forêt amante de la mer, qui montre la relation de la terre dans l'alimentation de la richesse halieutique. Bon. Alors, cet aspect-là, il est terrible parce que si vous allez aujourd'hui dans le Morbraz, les pêcheurs n'ont plus rien. On va demander d'ailleurs à un pêcheur son avis, parce qu'on en a un sous la main. Ce gisement halieutique est mort, quasiment, et les peu de production qu'il génère ne permettent plus toute cette vie qu'il y avait encore dans les années 60, 80 conserveries de sardines autour du Morbraz. Et un deuxième point sur lequel je vais insister, oui, mais je reviendrai si vous permettez. Deuxième point, qui pour moi est de morphologie marine. Aujourd'hui, le Morbraz est totalement envasé. Et cette image satellite que j'aimerais pouvoir vous montrer, elle est très révélatrice de 2 choses. 1, les fleuves qui alimentent la façade atlantique, c'est bien sûr la Garonne au sud, mais c'est la Loire surtout, et c'était la Vilaine. La Loire et les fleuves se poursuivent leur action en mer, leur ligne ne s'arrête pas à l'estuaire, mais se poursuit, et la diffusion des vases se répartit sur un
un espace qui va de Brest jusqu'au bassin d'Arcachon. Bon. Or, l'estuaire, les vases de Loire les vases de Loire étaient repoussés vers le large tant que la Vilaine fonctionnait. Et elle-même avait un écoulement régulier. Aujourd'hui, ces vases de Loire, par les courants littoraux, se rabattent sur tout le littoral sud de la Bretagne et l'envasent. Et là, j'ai des images de pêcheurs ouatais qui relèvent leurs filets. C'est dramatique, ils sont couverts de vases. Et la vase, aujourd'hui, on la voit, gagne les plages progressivement. Ça a été Damgand, puis maintenant c'est la presqu'île de Ruisse. Et progressivement, ce phénomène d'envasement est en train de toucher tout le littoral touristique, celui-là même pour lequel le barrage qu'on voulait d'Arzal préserver. Voilà. avait été créé. Alors, je vais passer quand même la parole à Didier Massé, parce que d'ailleurs, en même temps, il va pouvoir répondre à une question du public qui était de savoir un peu la différence de poissons avant ou après le barrage d'Arzal, enfin donner des noms de poissons, si j'ai bien compris. Mais justement, pour revenir aussi sur cette transformation... Oui, effectivement. Alors, c'est un constat qu'on fait du côté maritime. Le fait de plus avoir d'eau douce à arriver régulièrement dans l'estuaire de la Vilaine, eh bien, effectivement, a transformé complètement l'écosystème du bassin aval de la Vilaine, bien entendu. Et effectivement, l'envasement est constaté, que ce soit par les pêcheurs, par les ostréiculteurs, les mytiliculteurs. Tout le monde constate un envasement de toute cette zone-là, évidemment. Malheureusement. Et donc, avec la perte de biodiversité liée au barrage, derrière, évidemment, c'est une perte d'activité humaine, que ce soit pour la pêche, pour l'ostréiculture ou la mytiliculture. Et qu'est-ce qu'il y avait comme espèce Avant le barrage d'Arzal, on avait un estuaire ouvert et on rencontrait tout ce qu'on peut rencontrer dans un estuaire ouvert, à savoir les poissons tels que les anguilles, enfin tous les poissons migrateurs, anguilles, mulets, flets, j'ai en oublié, alose, lamproie, saumon, truite de mer. Tous ces poissons-là, c'était des poissons migrateurs qui remontent pratiquement plus sur la Vilaine, hein, en particulier le flet, le saumon et la truite de mer, dans la mesure où la qualité de l'eau n'est pas suffisamment bonne pour qu'ils puissent remonter les fleuves, enfin le fleuve tel qu'il était auparavant. Maintenant, évidemment, les populations piscicoles marines pouvaient également remonter et venaient aussi, et c'est surtout ça l'intérêt d'un estuaire ouvert, c'était une zone de reproduction et de nourricerie pour le bar, pour le mulet, pour la sole, la plie et le flet. C'était des zones de production énormes en termes de larves de poissons marins. Alors, je voudrais donner la parole à Anne Lenormand pour qu'elle puisse aussi réagir sur ces questions d'envasement, puisque dans l'établissement dans lequel elle travaille, ces questions-là aussi sont abordées, notamment pour aussi nous permettre de discuter aussi un peu de la question de l'eau potable, qui est aussi en lien avec le barrage d'Arzal, et peut-être en cela Anne Lenormand va pouvoir nous éclairer. Alors, je voulais aussi effectivement confirmer qu'on a déplacé l'estuaire, donc maintenant en aval du barrage. Et en effet, là, je le concède, un envasement bien plus conséquent que qui s'opère, qui est très important. Et on a des campagnes de dragage. Oui, c'est peu de choses, mais c'est une poche. On est bien d'accord. On évacue en fait au large, mais effectivement avec d'autres incidences, les substances vaseuses. Alors Anne, tu voulais que en fait, l'idée était aussi que, comme c'est aussi une des raisons pour lesquelles le barrage a été construit indirectement, si j'ai bien compris, dans l'archive, il nous en parle comme accessoirement l'eau potable, mais si j'ai bien compris, c'était aussi dans l'objectif d'avoir des zones touristiques qu'on alimente en eau potable. Et c'est un enjeu important, il me semble, aujourd'hui, puisque l'eau potable qui est puisée à côté du barrage, donc je vous laisse expliquer un peu plus précisément. Voilà, en fait, le fait d'avoir créé le barrage d'Arzal offrait en amont du barrage un volume de 50 millions de mètres cubes d'eau
douce, puisqu'il y a un système de siphon. Dès lors qu'on passe l'écluse à Arzal, donc avec un peu d'eau salée, l'eau salée étant plus dense, elle se tasse dans le fond et elle est à nouveau projetée vers son milieu d'origine. Voilà comment ça s'opère. Donc vraiment, le système, il est bien ficelé pour empêcher toute intrusion d'eau saumâtre. Par conséquent, on a un plan d'eau avec un volume très conséquent d'eau douce que l'on sait valoriser, traiter pour produire de l'eau potable. Aujourd'hui, on produit, et ce depuis sa mise en service, c'est 71, l'usine qui est située au Drezet, qui est notre propriété à Haut-et-Vilaine. On produit 90 000 mètres cubes d'eau par jour. Et on vient en approvisionnement, en soutien sécuritaire, en fait, auprès de syndicats d'eau potable. Et aujourd'hui, ça alimente quelle zone? Quel bassin de population, voilà. Le secteur de la Carène, donc presqu'île guérandaise, secteur nantais, mais je réinsiste, c'est bien... une sécurisation d'approvisionnement en eau. D'accord. Nous, on ne vend pas directement l'eau, on vient en soutien d'autres producteurs d'eau potable. Donc, saisissez la nuance, c'est vraiment, on est dans la sécurisation de l'eau potable, tant en qualité qu'en quantité. Donc, je vous disais, tout le secteur Guérandaise, Saint-Nazaire, et aussi le secteur Vantais, et demain, voilà, mais c'est demain très proche, la métropole de Rennes. C'était pas imaginé. C'était pas imaginé. C'était pas là pour ça, on est d'accord. On est d'accord. La réalité nous rattrape, les problèmes d'étiage, donc le problème d'insécurité qui est de plus en plus prégnant au niveau en amont du bassin de la Vilaine, donc le secteur rennais qui effectivement souffre de limites en période d'étiage. On est bien d'accord. C'est vraiment en période d'étiage qui est... Alors ça veut dire quoi, période d'étiage? C'est la période de plus de consommation d'eau et de plus forte... de moins forte précipitation. Moins forte précipitation, voilà, en gros en été, quoi. En été, et puis début, là, septembre-octobre, c'est aussi compliqué, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'on produit le plus de flotte, finalement, pour pouvoir approvisionner, arriver en renfort, en fait, des structures existantes. Cet endroit où on prélève l'eau, en fait, il ne pourrait pas exister. Enfin, il a existé parce qu'il y avait le barrage d'Arzal. Oui, il est pile, je crois que ça fait 1 kilomètre en amont du barrage d'Arzal. Et il n'aurait pas pu exister, en effet, sans cette présence de barrage. Alors, avec le si, en l'absence de barrage, je pense que l'évolution des populations n'aurait pas été celle qu'elle est aujourd'hui sur les côtes en particulier, donc aurait été certainement un frein à l'expansion du développement touristique. Ça, c'est une réalité, que ce soit pour la presqu'île de Rhuys, presqu'île guérandaise. Peut-être un effet aussi limitant sur la zone nantaise avec les chantiers navals, possiblement, même s'il y avait d'autres alimentations en eau. Nous, on arrive en soutien. Donc je suppose que la réalité de l'approvisionnement aurait peut-être freiné des aménagements, que ce soit pour particuliers, entreprises et surtout touristiques, je pense. Alors je me permets juste que du coup on arrive un petit peu quand même au cœur aussi de la question qu'on se pose aujourd'hui. Et si le barrage d'Arzal n'existait pas, on s'est posé la question autour de la biodiversité, très importante évidemment, mais également celle du développement derrière et des bassins de population. Donc on en vient aussi à savoir, vous le touchez du doigt, à savoir si ces zones se seraient développées de la même manière. Et quelque part, donc il y a un grand nom qui est dit, mais aujourd'hui, la réalité est qu'on ne peut plus s'en passer, notamment pour ça. Donc, on est passé de cette idée de pouvoir approvisionner quelques zones pour développement touristique sur la côte, finalement, à un besoin aujourd'hui vital pour d'autres bassins de population. Et donc, finalement, aujourd'hui, le barrage d'Arzal ne pourrait pas ne pas exister. Je ne sais pas, le double négation. Alors, je sais pas si ça Je ne sais pas si Yves fonctionne. Lebailly va être d'accord avec toi, mais il va réagir. Je veux réagir, là, parce que justement, on est là face à des questions fondamentales d'aménagement, d'aménagement des territoires. Et ce que l'on voit, c'est que les raisons avancées dans les années 60-70 ne sont que des paravents à une option qui aujourd'hui est devenue essentielle, l'alimentation en eau, et qui conditionne justement l'usage que l'on fait des littoraux,
mais aussi de nos territoires. Cette aide, effectivement, en alimentation en eau dans des périodes cruciales, mais qui aujourd'hui, pour le bassin rennais, devient quasiment vitale, puisque toutes ces sources d'approvisionnement normales, traditionnelles, celles de la Haute-Vilaine, du Vendelais, celles de Rofemel, etc., sont problématiques en matière de qualité, en matière de quantité. Et n'empêche que l'agglomération rennaise, la métropole rennaise, ne cesse de croître. De même pour l'agglomération et la métropole nantaise. De même pour le littoral sud de la Bretagne qui est devenu, les gens ne le mesurent pas, mais une conurbation de près d'1 million d'habitants. Et donc, continuer à faire fonctionner ce système, c'est bien fournir aux populations des besoins élémentaires et l'eau en fait partie. Donc, aujourd'hui, on justifie une catastrophe environnementale par ces besoins dans une vision d'aménagement qui est problématique, celle de la concentration des hommes sur les rivages et dans les métropoles. Et là, on marche un peu sur la tête. Et on marche d'autant plus sur la tête que les mutations climatiques à venir vont bousculer tout ce jeu-là. Tout ce jeu-là, avec une raréfaction de l'eau dans l'ensemble du territoire, et notamment sur le bassin de Rennes, où déjà les précipitations sont faibles. On va tomber en dessous des 600 mm et dans 50 ans, peut-être même pas, dans 30 ou 40 ans, peut-être serons-nous dans des précipitations de dimension sahélienne. Donc, est-il pertinent de continuer de poursuivre la croissance de ces agglomérations? Et pour moi, les systèmes d'interconnexion qui se développent, aussi élaborés techniquement soient-ils, sont une hérésie sur le plan de la relation de l'homme au milieu, parce qu'on est en train de complètement perturber notre milieu. Perturber notre milieu dans ces activités fondamentales que sont les activités primaires de pêche, de conchyliculture, et qui étaient quand même des éléments vitaux de la vie économique de la Bretagne. Mais on voit à quel point notre gouvernement actuellement sacrifie toutes ces activités-là. Il suffit de regarder ce qui se passe en matière de pêche en mer. Et on peut se poser la question, pour moi justement, ce littoral, je l'ai dit quelquefois à des journaux, à des journalistes, et ça n'a pas plu, mais devient une sorte de grande mare au canard pour touristes urbains en mal de nature. Mais je force le trait un peu, mais c'est un peu cela. Et là, on marche sur la tête, quoi. Bon, on l'a compris, je pense que vous n'êtes pas favorable. De la même manière, si j'ose me permettre, il y a un point qui est important aussi, c'est ce qui va se passer dans les décennies, les siècles à venir avec l'élévation du niveau marin. Il se trouve que le barrage d'Arzal est sur une cluse, quasiment, donc, et constitue un véritable barrage, comme celui de la ville d'Is, qui va protéger le bassin rennais des élévations futures. Et c'est peut-être un rôle qu'on lui fera jouer dans l'avenir, des élévations futures du niveau de la mer. Parce qu'à partir de 20 mètres, 30 mètres, c'est tout à fait envisageable dans les 2-3 siècles à venir, eh bien, le bassin rennais redevient une mer intérieure. On n'en est pas là, mais il faut l'anticiper. Par rapport à ce que vous disiez, on résout le problème finalement de la ville, on pourra directement aller sur la côte. À Rennes. À Rennes, voilà. Bon, comme ça, il n'y a plus qu'à être patient. Alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé les questions agricoles très très superficiellement parce que c'est vrai qu'on a un pêcheur aussi à côté avec nous, mais peut-être aussi sur cet aspect-là, vous voulez réagir puisque Anne Lenormand avec Haut-et-Vilaine, vous travaillez aussi beaucoup avec les agriculteurs. Avant d'arriver un peu à la conclusion, mais déjà un petit survol par rapport à ces questions agricoles de l'existence du barrage et peut-être aussi des effets positifs ou négatifs. Oui, parce qu'ils utilisent de l'eau également, les agriculteurs. Il n'y a pas que les consommateurs au robinet. Et effectivement, est-ce qu'on aurait cultivé ces terres de la même manière ? Et puis aussi l'évolution de ce paysage du Marais il y a une espèce de pas en arrière maintenant. On essaye d'en faire à nouveau des éponges, quoi. Oui, alors je peux tout à fait témoigner qu'on mesure à peu près, on évalue à peu près 6000 hectares de prairies, donc une production, une valorisation naturelle qui rentre dans le fonctionnement d'exploitation agricole plutôt encore familiale. Donc je parle bien des marais de Redon-et-Vilaine,
dans son entité des 10 000 hectares. Je suis en fait en charge de l'animation d'un site qui s'appelle Natura 2000. Ce n'est pas l'objet précisément là, mais c'est pour vous éclairer sur l'accompagnement que je peux opérer auprès d'exploitants pour justement conduire des formes de gestion d'espaces naturels, mais valorisés à des fins agricoles. On est sur des prairies naturelles qui accueillent certains passereaux qui sont intéressants pour la flore, la faune, la flore spontanée. Ça fait toute la richesse du site Natura 2000. Donc, on accompagne à peu près 150 exploitants agricoles dans ces systèmes de production agricole, donc d'élevage. Donc, la question, c'était la valorisation agricole. On est sur 6 000 hectares de prairies. C'est quand même pas négligeable. Mais le barrage a transformé... Oui, a permis cette valorisation-là, certainement. Sinon, on aurait des présalés au moins jusqu'au barrage de Redon et au-delà d'autres formes de prairies. Mais de mon point de vue, si on n'avait pas eu ces systèmes d'assainissement plutôt efficaces, pour le moins, on pourrait peut-être pas faire de fauche avec nos engins mécaniques d'aujourd'hui, parce que très lourd. On voit bien l'organisation au sud de Redon qui n'est pas du tout la même sur certains secteurs, des grandes prairies avec des entrepreneurs agricoles qui interviennent pour des zones de fauche. Ça ne serait pas du tout possible. La structuration est un peu différente en fait des parcelles qui se situent au nord de Redon, qui sont moins, j'oserais dire, moins drainantes. On a un maillage de parcelles plus petits. C'est vraiment assez... Je dirais que le parcellaire est un petit peu différent. Et on a encore cette chance-là d'avoir des exploitants dans une culture plutôt familiale avec des produits, encore un peu de pâturage, mais qui se fait de plus en plus rare. Et là, ça par contre, c'est ma crainte de demain. Si aujourd'hui le barrage d'Arzal a permis effectivement de valoriser, oui, c'était le terme quand même à l'époque, des anciens prés salés en prairies de fauche ou prairies de pâturage. Prés salés, c'est des prés qui étaient recouverts par la mer très régulièrement et qui les rendaient incultivables, on va dire. Très difficilement. Plus difficile, mais on avait quand même de la fauche, on avait quand même des élevages de canards, on faisait de la veine pâture. Enfin, c'était vraiment une autre forme agricole, encore des cellules beaucoup plus familiales, mais très très différente de ce qu'on a trouvé après-guerre, et surtout avec l'effet de la révolution agricole. Je vais pas revenir sur l'évolution des exploitations. Mais je voulais souligner qu'en l'absence du barrage, on aurait une autre forme de valorisation, parce qu'on va réutiliser, d'utilisation de ces parcelles-là dans des systèmes agricoles, mais beaucoup plus délicats, plus compliqués à valoriser, avec certainement plus de pâturage. Donc ça, en termes d'écologie, ça aurait été extraordinaire. Par contre, il ne faut pas oublier l'effet sanitaire pour l'être humain. Beaucoup de moustiques, semble-t-il. Après, est-ce que c'est des réalités? Je n'ai pas les éléments sous la main pour le prouver, mais ça fait partie des objectifs aussi de création de ce barrage d'Arzal, c'est de lutter aussi contre l'insalubrité qui s'opérait, semble-t-il, au nord de Redon. Et je garde juste le micro pour souligner aussi qu'en l'absence du barrage d'Arzal, c'est aussi des actions corrélées qui n'auraient pas pu s'opérer, c'est-à-dire le ressainement de la boucle de Quinsignac n'aurait pas été réalisé. Donc on aurait encore un cheminement tortueux, méandreux, mais comme à son origine, qui n'aurait pas pu être fait. Le barrage du pont de Cran n'aurait pas pu s'opérer, donc ne l'oublions pas non plus. On ne peut pas... je considère que ce serait une erreur de se dire... que si le barrage d'Arzal n'existait pas, c'est tout ce qui allait avec. On est quand même entre deux guerres, on réfléchit à un programme extrêmement lourd financièrement pour l'action publique et porté principalement par Jean Dudrainet, il ne faut pas l'occulter, un président du Conseil général à un moment et maire de Fégréac.
Donc barrage d'Arzal, on a réaménagé les ports de La Roche-Bernard, aménagé les ports de Tréguier, aménagé, intervenu sur les différents cours d'eau, ça, je vous l'ai dit, retravaillé la boucle aussi de Loust en amont de Redon, hein, juste à la goule d'eau, là, quand vous vous engagez sur Loust, elle ne cheminait pas de façon rectiligne, elle venait épouser, mais c'était sa forme naturelle, c'était drôlement plus intéressant. Au niveau morphologique, j'ai aussi une formation en géographie, et d'un point de vue morphologique, ça aurait été extraordinaire. C'est autre chose. Mais il ne faut pas l'oublier, quoi. Enfin, faut voilà, pas, le paysage négliger naturel était merveilleux, mais tous les services que rend le barrage, aujourd'hui, on aurait peut-être du mal à s'en passer. De toute façon, l'objectif était pas de se mettre d'accord sur un avis. Alors, en prenant les micros, effectivement, ça va être bientôt l'heure de conclure également. Un mot, peut-être encore. Vous voulez réagir avant la conclusion? Je vais réagir, ça va peut-être être même ma conclusion, d'ailleurs. Parce que, bon, ça fait partie de cette opération du barrage de Harzal, de la Basse-Vilaine, ça fait partie de cette vision que le monde de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre avait, d'une très technicienne, de cette capacité de l'homme à gérer l'espace et les territoires, etc. Vaste illusion que l'on connaît maintenant. Et il faut un peu revenir à plus d'humilité. Je parlais de catastrophe environnementale tout à l'heure. Oui, et elle est réelle en mer. Et là, on est bien sur la confrontation de deux représentations. Là, je prépare une intervention là, pour le mois prochain, même pas dans 15 jours, sur la maritimité de la Bretagne. Eh bien, on est là dans une lecture totalement terrienne. Voir qu'on ne gère le territoire que sur la terre, peu importe ce qui se passe en mer. Et ça, c'est terrible. Et je le disais tout à l'heure, une bonne gestion responsable, ça devrait partir des équilibres de la mer pour conditionner nos comportements à terre. Et là, on ne le fait pas, on fait tout le schéma inverse. Et donc, je pense qu'il y a une question de sagesse fondamentale à retrouver dans notre relation au milieu. Il y a une deuxième chose qui, puisque notre société est marchande et touchée par les intérêts économiques, eh bien, quel est l'intérêt économique de la valorisation des marais de Redon? Quel est l'intérêt économique des concentrations urbaines qui sont aujourd'hui conditionnées par cette alimentation en eau par rapport aux intérêts environnementaux et productifs des mers bordières? Et là, je ne sais pas si la balance pencherait du côté qui est celui qui domine aujourd'hui. Alors, peut-être pour un futur doctorant qui souhaiterait s'intéresser à la question. J'avais envie de poser une question pour conclure, mais justement, je pense que vous avez vous allez pouvoir y répondre rapidement, mais c'est qu'effectivement, aujourd'hui, si le barrage n'existait pas et qu'on décidait de le construire, dans le contexte de nos jours, je pense clairement, Yves Le Bailly fait nom de la tête, qu'il serait remis en question, les gens iraient manifester, il y aurait une ZAD à Harzal, comme c'était évoqué tout à l'heure. Mais aussi, j'aimerais bien entendre le point de vue de Didier Massé, pêcheur, sur son avis. Si vous étiez élu à l'époque, est-ce que vous auriez quand même construit le barrage? Et en connaissant aujourd'hui tous les effets, est-ce que... J'irai pas prétendre qu'il faudrait construire ou pas construire. J'ai pas les compétences pour le dire ni pour le faire. Et par contre, oui, effectivement, comme le disait Monsieur Le Bailly, c'est que tout ce qui est sous la surface de l'eau, on ne sait pas ce qui se passe. Et malheureusement, on s'en occupe pas beaucoup. Donc oui, beaucoup d'humilité par rapport à nos milieux aquatiques, qu'ils soient dulce-aquicole ou maritimes. Il faut être beaucoup plus humble qu'à l'heure actuelle. On a pris longtemps les rivières pour des poubelles et aujourd'hui on en porte les conséquences, malheureusement. C'est pas de notre génération, c'est des générations précédentes et malheureusement il va falloir essayer de vivre avec. Et je dis bien essayer de vivre avec. Donc, sagesse de prendre soin de l'eau et puis de prendre en compte aussi ce qu'il y a sous la mer. Et Anne Lenormand, en conclusion, est-ce que l'édifice aujourd'hui, il pourrait passer? Est-ce qu'il serait construit? Est-ce que Haut-et-Vilaine aurait porté un tel projet à l'époque en connaissant les conséquences?
Il est vrai que si le projet était posé demain sur mon bureau ah oui, vilaine, je mettrais vite en garde mes responsables. Évaluation d'incidence Natura 2000, évaluation pour les espèces protégées au niveau français, évaluation. Enfin, oui, comme tu dis, je rejoins ton position, c'est la ZAD qui viendrait s'installer et non, quoi. Mais là, c'est très réducteur. Oui, et puis c'est un prisme d'écologue là qui parle de. C'est effectivement on aurait des garde-fous, on prendrait 1001 précautions pour évaluer cet aménagement. Mais avant toute chose, et je rejoins vraiment les propos de mes voisins, je me poserai la question et j'essaye de la poser à chaque projet que je vois passer à mon bureau pour les incidences sur les zones humides, c'est quelle est la capacité réelle du milieu, mais au sens écologique du terme, capacité d'absorption, dans quelle mesure l'espèce humaine peut se permettre en fait de s'introduire sur un espace sans en modifier complètement son fonctionnement, puisque on le voit aujourd'hui à drainer tous nos milieux humides ou les imperméabiliser, à supprimer les haies, les arbres, le moindre. Enfin voilà, voilà, aujourd'hui on est dans des solutions fondées sur la nature comme par hasard. C'est des jolis termes ça, parce qu'on essaye de renaturer les choses, mais sauf qu'on a fait des bêtises. Mais je pense que c'est l'effet éternel de la présence de l'espèce humaine sur notre planète. C'est on défait. J'ai envie de retenir un mot, c'est humilité, parce que face à tout ça, c'est un peu la leçon que vous nous dites. Je pense qu'on a bien nourri les auditeurs et les auditrices qui pourront se faire leur point de vue sur l'intérêt ou non du barrage. En tous les cas, on a bien imaginé tout ce qui aurait pu se passer si le barrage n'existait pas. Et je remercie vraiment mes trois invités, Yves Le Bailly, Anne Lenormand et Didier Massé. On est ravis de cette première émission. On vous retrouve cet après-midi pour un deuxième thème sur la responsabilité de chacun par rapport à l'eau potable. Donc on va continuer à suivre le cours de l'eau. Merci à tous. Merci Mathieu.